Les communistes français veulent changer le monde par la construction d'un communisme de nouvelle génération. Tel est le fond des débats qui ont marqué le 36e congrès du Parti communiste français qui s'achève aujourd'hui à Paris. Durant 4 jours, les congressistes ont fait plus de 1628 amendements du texte fédérateur du Parti communiste dénommé « Un manifeste du Parti communiste français à l'aube du siècle qui vient ». À côté de 800 délégués du parti se trouvait une centaine de délégations venues du monde entier. Notre parti est heureux de recevoir plus de 100 délégations et invités du monde entier et de tous les continents. Nous les saluons tous et toutes, chaleureusement, fraternellement. Leurs combats et nos combats se rejoignent. C'est le fondement de notre solidarité. Allende d'Afghanistan, le Parti pour la démocratie et le socialisme d'Égypte, d'Algérie, pardon, le Parti pour la laïcité et la démocratie d'Algérie, Die Linke et Bangladesh, le réseau international non à l'OTAN, non à la guerre, le Parti communiste allemand, le Parti communiste autrichien, l'Action nationale démocratique du Bahreïn, la cellule progressiste du Bahreïn, le Parti communiste de Belgique, le Parti du travail de Belgique, le Parti communiste du Bénin, le Parti communiste de Moldavie, le Parti du travail du Brésil avec Walter Pomar, secrétaire national exécutif du Front de Sao Paulo, le Parti communiste du Brésil, le gauche de Bulgarie, le Parti socialiste du Burkina Faso, le Parti pour la démocratie, le socialisme du Burkina Faso, le Conseil national pour la défense de la démocratie du Burundi, l'Union des populations du Cameroun, le Parti communiste de Chypre, la guerre de Chypre, le Parti communiste de Colombie, le Comité des associations des familles des Comores, la coordination des associations des Comores, le Parti de Raboulia Comores, le Parti populaire du Gardien, le Parti communiste de Cuba, Viva Cuba! Viva Cuba! Au nom de l'Afrique, l'universitaire malien Issa Ndiaye du mouvement Convergence patriotique pour le Mali, COPAM M22, a remercié le Parti communiste français pour cette marque de sympathie, non sans plaider pour une solidarité entre les progressistes africains et européens. Des coopérations et des solidarités concrètes sont à construire. Je pense aux coopérations entre villes à renforcer, entre jeunes, entre les établissements scolaires et universitaires, entre associations de femmes, intellectuelles, clubs sportifs, artistes, couches sociales et professionnelles. Nous avons besoin aussi de solidarité politique et nous vous remercions d'avoir entendu nos colères et nos volontés de souveraineté, perçu et partagé nos évolutions face aux dures réalités. Merci de continuer ensemble. Vous avez tout à l'heure la parole au nom du peuple malien, mais aussi au nom du peuple africain. Et quel était le contenu en tout cas, de ce message-là? Qu'est-ce que vous avez voulu véhiculer à vos partenaires européens et en particulier au PCF? Bon, c'était d'abord remercier le PCF et tous les partis de gauche pour leur soutien constant aux luttes que nous menons au Mali, en Afrique et ailleurs. Et aussi de leur expliquer la trame du conflit actuel au Mali, qui n'est pas simplement une guerre de religion, mais une guerre géopolitique et géostratégique, et de convoitise des richesses du sous-sol malien par les multinationales occidentales. Donc sous couvert de lutte contre les islamistes et autres, sous couvert donc de rébellion, en fait, il y a une politique programmée de partition de nos pays en raison des richesses dont nous disposons.
dans nos sous-sols. Et c'est ce qui explique toute cette histoire. Maintenant, on essaie de trouver un habillage en faisant venir des pays africains, d'autres forces militaires des pays africains. Et maintenant, on parle de mandat oghusien, mais l'objectif stratégique, géopolitique et géostratégique n'a pas changé fondamentalement. Il s'agit toujours d'avoir un libre accès total aux richesses minières dont nos pays nous disposent. Et pour cela, donc, on met en place des gouvernements dociles, qu'on appelle démocratiques à l'occasion. On appelle à des élections dans le plus bref délai pour donner un vernis de légitimité à des pouvoirs prédateurs qui sont plus au service des puissances occidentales que de leur propre population. Et jusqu'ici, il y a une question essentielle qui n'est pas réglée. On essaie de trouver les solutions en dehors du Mali. Or, il n'est pas possible de trouver des solutions durables aux problèmes maliens si on ne donne pas la parole au peuple malien lui-même qui, en toute souveraineté, doit décider de son propre destin. C'était le message essentiel que j'ai eu à porter à ce congrès et pour exprimer. Invité spécial lors de ce 36e congrès du Parti communiste français, le parti de Laurent Gbagbo, représenté ici par son 3e vice-président, le ministre Michel Amani Nguessan, profitera pour solliciter la caution de plusieurs congressistes en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo, détenu à la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas, et ce, à travers une pétition. Ouais, il faut qu'ils sortent. Vous venez signer une pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo? Oui. Voilà. D'abord, je crois que la Cour pénale n'est pas destinée aux Africains. L'Afrique doit se libérer. Les peuples africains doivent pouvoir assumer leurs responsabilités. Et mon parti, si vous ne le savez pas, a même engagé un avocat pour défendre cette cause parce qu'elle transcende les frontières de la Côte d'Ivoire. Souvent j'ai dit que si les colonisateurs ont déporté des rois africains pour perpétuer la colonisation et que aujourd'hui l'humanité tout entière condamne les aspects négatifs et néfastes de la colonisation, plus que jamais nous ne pouvions accepter que l'impérialisme fabrique des prisons pour nos chefs d'État. Demain, ce sont nos peuples qu'on va enchaîner. Voilà pourquoi j'ai signé cette pétition pour exiger la liberté pour le président Laurent Gbagbo, mais pas lui seul. Tous ceux qui croupissent aujourd'hui dans des prisons parce qu'ils ont osé demander un monde meilleur, parce qu'ils ont osé lutter pour que les ressources de nos États puissent profiter à nos populations. Parce qu'ils ont osé tout simplement résister aux Blancs. Si je dis aux Blancs, ce n'est pas vu sous l'angle de la couleur, mais sous l'angle de l'exploitation quand on veut utiliser justement les couleurs. Voilà pourquoi je pense que le combat du président Laurent Gbagbo, tout comme ceux-là qui aujourd'hui ont été purement et simplement déportés, je dis bien déportés et je pèse mes mots, ce combat-là est le nôtre. Vous êtes de Burkina Faso, c'est ça? Tout à fait. Un pays voisin, la Côte d'Ivoire. D'où est partie justement la rébellion. Ah. Vous en savez? Ah bien sûr. Je le dis haut et fort parce que je vis à Ouagadougou, je suis d'un parti politique de l'opposition et nous avons en septembre 2002 autant pour moi, quand la crise a dégénéré, j'étais le président d'un groupe parlementaire de l'opposition, nous avons suspendu nos travaux pour condamner cette rébellion qui quittait bien sûr le nord pour faire une partition de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est le Mali.
Demain, ça peut être le Burkina Faso, ça peut être le Togo, et que sais-je encore. Mais pourquoi? Parce que tout simplement derrière, il y a des intérêts. En Côte d'Ivoire, c'est le cacao, c'est le café, peut-être le pétrole. Aujourd'hui, le Mali, on révèle peut-être l'uranium, le pétrole. Et je pense que si effectivement il n'y a pas une prise de conscience universelle au profit d'un monde meilleur, comme le président Sankara le disait, si nous n'acceptons pas d'oser inventer nous-mêmes un avenir, eh bien, nos chefs d'État seront toujours déportés chaque fois qu'ils vont oser dire non. C'est ce non-là qui a tué le président Sankara le 15 octobre 1987. Nous nous souvenons, c'est pourquoi nous nous battons. Et une fois de plus, ce n'est pas une affaire de couleur, c'est une affaire d'intérêt. Soit nous sommes pour l'impérialisme et il va nous écraser, ou nous sommes pour la liberté et nous allons lutter pour la liberté. Pourtant, le Burkina Faso, à travers son président Blaise Compaoré, est très engagé dans la reconstruction en Côte d'Ivoire, sauf que les choses n'avancent pas. Est-ce que c'est une volonté politique? On l'a aussi vu un peu partout. Mais nous disons que le président Blaise Compaoré, c'est le pyromane devenu sapeur-pompier. Il ne faut pas, chez nous, regarder les manifestations, il faut regarder les causes. Nous sommes pour un règlement diplomatique, politique, là où il y a des crises. Mais en attendant, on peut éviter les crises. S'il y a la démocratie, s'il y a la justice sociale, si on n'est pas le support de l'impérialisme. Aujourd'hui, le président Blaise Compaoré aussi est impliqué, tout comme il a été au Libéria en Sierra Leone. Aujourd'hui, nous savons qui est derrière ce groupe Bolloré, qui se trouve derrière les intérêts justement de l'impérialisme français. Voilà pourquoi je dis que c'est une affaire des Africains, de nous, peuple africain. Pourquoi est-ce que vous signez une telle pétition pour la libération de l'Europe? Pourquoi une telle signature? Pourquoi vous avez décidé de signer la pétition? Pourquoi vous avez décidé de signer la pétition? Oui, nous avons décidé de signer la pétition pour que, en fait, il puisse y avoir une démocratie véritable en Côte d'Ivoire et que les assassinats puissent être arrêtés, qu'il y ait une véritable réconciliation nationale. Vous connaissez le président Laurent Gbagbo? Puis la libération de Laurent Gbagbo, il faut que la justice soit faite. Voilà. Et dans le cadre de la solidarité avec le peuple. Et on le fait aussi dans le cadre de la solidarité avec le peuple de la Côte d'Ivoire. Vous êtes de quel pays? Du Burundi. Conseil national pour la défense de la démocratie, le CNDD. Et la famille? Oui, ça va très bien. Oui, ça va. Pour ça. C'est bien. Jean-Pierre, vous avez voilà, ouais, merci. Oui, on est ensemble. On essaie de bonjour, professeur. Oui, très bien. Lundi après-midi, merci. Vous avez signé une pétition aussi en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est aussi une préoccupation pour le peuple malien. Absolument, parce qu'il nous faut cesser d'être donc toujours là à la solde des Occidentaux, jusqu'à aller donc livrer nos dirigeants en pâture pour qu'ils les jugent. De quel droit? De quel droit? Aujourd'hui, le peuple malien est en train de comprendre le drame de la Côte d'Ivoire. Il a fallu que nous soyons dans cette situation pour que les yeux s'ouvrent et qu'on sache et qu'on comprenne les vraies raisons du coup d'État contre Gbagbo et du complot donc, qui est tissé contre la Côte d'Ivoire. C'est le même complot qu'on a aujourd'hui contre le Mali. Et je pense qu'à l'occasion de la tragédie que nous vivons, nous comprenons mieux la tragédie qui est celle de nos frères de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et nous devrions ensemble construire des solidarités agissantes pour mettre fin à ces dictats des Occidentaux et aussi donc aux agissements des potentats locaux qui, à l'occasion, ils installent au pouvoir et qui maintiennent, qui prolongent les politiques qu'ils ont décidées par ailleurs. Je pense que c'est ça, en tout cas. Nous proclamons notre solidarité à l'endroit du peuple ivoirien et nous demandons
la libération immédiate du président Gbagbo. Merci. On vous a vu en train de distribuer c'est pas des tracts, c'est une pétition en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo. C'est quoi le sens de cette action-là dans un congrès tel que le congrès du Parti communiste français? La Côte d'Ivoire est victime d'une situation on ne peut plus injuste depuis le 19 septembre 2002. Dans ce pays, alors que M. Laurent Gbagbo a été élu démocratiquement, il a été attaqué injustement. Et aujourd'hui, on fait passer M. Laurent Gbagbo comme le bourreau, n'est-ce pas? Et ceux qui ont attaqué deviennent les victimes. C'est une injustice. Nous avons besoin de la solidarité internationale pour mener le combat afin que la Côte d'Ivoire retrouve une normalité de la vie politique. Et surtout pour que M. Laurent Gbagbo retrouve la liberté totale. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sollicitons le réseau africain des partis de gauche pour que ces objectifs soient atteints. En premier lieu, la libération de M. Laurent Gbagbo, et puis ensuite la libération de tous les prisonniers en Côte d'Ivoire, le retour apaisé de tous les exilés. Voilà donc le combat que nous sommes en train de mener. Et nous le menons en Côte d'Ivoire, mais il faut aller aujourd'hui au-delà de la Côte d'Ivoire, internationaliser la lutte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes en train de dire que les négociations aujourd'hui qui ont en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire entre le Front populaire ivoirien et le parti au pouvoir n'ont aucune chance d'aboutir, c'est ça? C'est pourquoi vous sollicitez en tout cas le soutien de vos camarades de la gauche à l'international, c'est ça? Nous avons besoin effectivement d'être compris, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'en international. En Côte d'Ivoire, nous négocions, ça veut dire que nous nous expliquons devant les autorités du pays, mais il faut aussi que notre cause soit entendue à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons commencé et que nous poursuivons. Beaucoup disent que la solution doit venir de l'intérieur. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a espoir? Est-ce que le pouvoir aujourd'hui est capable de vous écouter, de vous entendre? Mais à l'intérieur, le Front populaire ivoirien a tout fait pour renaître de ses cendres. Et c'est pourquoi nous menons ce combat. Donc, nous partons de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ça veut dire que nous avons foi dans le combat à l'intérieur, mais nous avons besoin de soutien de l'extérieur. C'est une complémentarité dans l'effort. Beaucoup d'Ivoiriens s'interrogent et se disent cette négociation, ces négociations ne vont pas aboutir et que bon, ça va être encore de la diversion de la part du pouvoir en place. Vous y croyez? Quel est votre commentaire dessus? Ceux qui n'y croient pas, c'est leur bon droit. Mais nous, en tant que parti politique, qui prônons toujours la transition pacifique à la démocratie, nous y croyons. Nous croyons fortement dans les valeurs de la négociation. C'est la loi du donner et du recevoir. Nous allons pour rencontrer les autorités en place. Nous espérons que ces autorités vont nous comprendre et que nous allons à ce rendez-vous du donner et du recevoir pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Au cas où il y avait un refus total du pouvoir en place, il y avait un blocage, quelles vont être les nouvelles actions du Front populaire ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Nous allons continuer à cultiver le dialogue jusqu'à ce que le dialogue triomphe. Alors que les municipales se profilent, est-ce que cela peut être un frein, un blocage à ces élections locales-là? Absolument. Nous disons des choses concrètes qui peuvent libérer toutes les énergies pour aller aux élections. Il faut que le pouvoir nous comprenne. Il y a par exemple la question sécuritaire qui est extrêmement grave en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a l'arbitre des élections, la CEI. D'après les accords de Pretoria, la CEI doit être dissoute après les élections générales, après les législatives. Nous attendons la dissolution de la CEI et la mise en place d'une nouvelle CEI. Il y a un certain nombre de conditions, la libération de tous nos prisonniers, le retour apaisé des exilés. Nous le disons, ce n'est pas un chantage, mais nous le demandons parce que nos candidats sont parmi les prisonniers, parmi les exilés. On ne peut pas aller à un match de football lorsque vous mettez en prison tous les joueurs de l'équipe adverse. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui donc, notre capitaine, nos arrières, nos avançants et même les supporters sont en prison. Ceux qui doivent voter pour nous sont en prison. En Côte d'Ivoire et sont exilés au Libéria, un peu partout. Donc,
nous voulons véritablement que le pouvoir nous comprenne. Ce n'est pas du chantage, mais c'est des choses réelles. Et nous souhaitons être compris et que le pouvoir donne des signaux forts afin que la solidarité nationale, la fraternité nationale soit une réalité. Pour boucler 4 jours, en tout cas de négociations, même pas de négociations, mais de discussions au niveau du PCF ici, concrètement, vous en tant qu'homme de gauche, qu'est-ce que vous avez retenu de ces 4 jours de travaux au cours de ce 30e congrès du PCF ici au niveau de Paris? Je crois que le PCF est en pleine reconstruction. C'est ce qu'il faut retenir. Et comme un organe, il y a de la résurrection, n'est-ce pas? Le PCF renaît de ses cendres. Aujourd'hui, c'est un parti fort qui pratiquement, je peux le dire, dirige le front de gauche, n'est-ce pas? Quand j'en juge par la présence de tous les éléments constitutifs du front de gauche à ce congrès, eh bien, je crois que le PCF est devenu un parti très fort. Mais ce n'était pas le cas il y a peu. Ça veut dire que le Front populaire ivoirien peut s'inspirer de l'exemple du PCF français, n'est-ce pas? Et dire que nous connaissons des moments difficiles. Et comme l'a dit le secrétaire national du PCF même, il faut oser. Il faut oser. Et nous allons oser au niveau du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. L'Afrique n'a pas eu beaucoup droit au chapitre ici. Vous pensez que c'est une façon aussi de traiter les problèmes comme ça au niveau européen? Ça vous inspire au niveau africain? Parce que très souvent dans les congrès africains, on ne parle que des problèmes nationaux, il n'y a pas d'ouverture. C'est une expérience que vous venez de vivre? Vous savez, il y a l'international socialiste. La leçon que je tire aujourd'hui, c'est que les Africains ont compris qu'il faut aussi un réseau africain de partis de gauche. Ce que j'ai retenu, c'est que cette initiative a été déjà prise et nous allons nous retrouver à Tunis très bientôt pour créer une sorte d'internationale africaine des partis de gauche. C'est une excellente idée et il faudrait que l'Afrique se batte et se libère par elle-même. Ok. Papa